L'esprit terne, l'esprit obstrué, ne peut en aucun cas comprendre ce qu'est la réalité. Nous devons complètement et totalement exempts de pensée. Nous avons besoin d'un esprit indéfini et très lucide, d'un esprit non qualifié qui ne suit aucune directive ou objectif. Vous demanderez, est-il possible d'atteindre cet état mental où il n'y a pas d'expérience? L'expérimentation implique une entité que vous expérimentez. Par conséquent, la dualité, l'expérimentateur est la chose expérimentée, l'observateur est la chose observée. Presque nous souhaitons tous une certaine expérience profonde, merveilleuse et mystique. Nos expériences quotidiennes sont si triviales et superficielles, que nous voulons quelque chose d'électrification. Dans cette idée extravagante d'avoir une expérience merveilleuse, la dualité représentée par l'expérimentateur et l'expérience. Tant que cette dualité existe, il y aura une déformation. Parce que l'expérimentateur est le passé, avec toutes les connaissances et des souvenirs s'y accumulent. Insatisfait des expériences actuelles, il veut une expérience beaucoup plus grande. Le projette comme une idée et essaie d'atteindre cette projection. Encore une fois, la dualité et la déformation. La vérité n'est pas quelque chose que vous pouvez essayer. La vérité ne peut pas être recherchée et trouvée. Elle est à court de temps, et la pensée qui est temps, aucune possibilité ne doit rechercher et la prendre. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre profondément cette question du désir d'expérience. Veuillez voir à quel point cela est important. Toute forme d'effort, désir, recherche de vérité, demande, expérience, est l'observateur qu'ils veulent quelque chose de transcendantal et s'efforce de réaliser. Votre esprit n'est donc pas lucide et corrompu et non mécanique. Lorsque l'esprit cherche une expérience aussi merveilleuse, cela signifie que le soi le cherche. Le moi qui est le passé, avec toutes ses frustrations, afflictions et espoirs, observez par vous-même comme le cerveau fonctionne. C'est le dépôt de la mémoire du passé. Cette mémoire réagit toujours, apprécie et n'aime pas, justifie, condamne et ainsi de suite. Pour réagir en fonction de son conditionnement, selon la culture, la religion, l'éducation qui y est stockée. Ce dépôt à partir de laquelle la pensée provient de guider la plupart de nos vies. Il conduit et façonne nos vies à chaque minute de la journée, consciemment ou inconsciemment. Il génère de la pensée, générant le soi, qui est l'essence même de la pensée et des mots. Ce cerveau peut, avec son contenu, le vieil homme, devenir complètement silencieux, ne se réveillant que lorsque nécessaire fonctionne, parler, agir, mais la plupart du temps complètement stéréo. La méditation est de savoir si le cerveau, avec toutes ses expériences, peut devenir absolument silencieux. Pas contraint à cela, car pour le moment nous le forçons, la dualité revient. L'entité qui dit « Oh, j'aimerais avoir des expériences merveilleuses, et donc j'ai pour forcer mon cerveau à se taire », il ne l'obtiendra jamais. Mais si vous commencez à enquêter, à regarder, à observer, à écouter tous les mouvements de la pensée, à leur conditionnement, à leur cible, à leur peur et au plaisir, à observer le fonctionnement du cerveau, vous verrez que cela deviendra extrêmement silencieux. Cet acquis n'est pas un état de sommeil, car le cerveau est alors extrêmement vivant et donc en silence. Une grande dynamo, en parfait état, ne fait guère de bruit. Ce n'est que lorsqu'il y a une friction. Y a-t-il un bruit? Il est nécessaire de savoir si notre corps est capable de s'asseoir ou de se coucher en amance complète, sans aucun mouvement, sans être forcé. Le corps et le cerveau, comme ils sont psychosomatiquement liés, peuvent-ils devenir silencieux? Il y a plusieurs exercices pour mettre le corps calme, mais de tels exercices impliquent que la coercition veut que le corps veuille se lever et marcher, mais nous impliquons qu'il se taise. Et la bataille commence. Je veux aller dans la rue et vouloir s'asseoir et se taire. Le mot yoga signifie rassembler. Le terme lui-même est inapproprié, car il implique la dualité. Probablement le yoga, comme une certaine série d'exercices et de mouvements respiratoires,
Il a été inventé en Inde pendant des milliers d'années. Son but est de maintenir les glandes, les nerfs et le corps entier travaillant en bonne santé, sans médecine et sur la manière sensible. Le corps doit être sensible, car sinon vous ne pouvez pas avoir un cerveau clair. Il est facile de voir ce simple fait que nous devons avoir un corps parfaitement sensible, alerté, et un cerveau fonctionnant très clairement, pas émotionnellement, pas personnellement. Le cerveau est alors capable d'être absolument silencieux. Et comment l'obtenir? Comme le cerveau peut toujours être aussi actif, non seulement pendant la journée, mais aussi lorsque nous dormons. Nous reposons complètement et entièrement silencieux. Certes, aucune méthode ne produira cet effet, car chaque méthode implique une répétition mécanique qui engourdir et émousser le cerveau. Et dans cet état de morosité, il pense qu'il a des expériences merveilleuses. Comment le cerveau peut-il toujours être la monologue, ou parler, juger, toujours évaluer, apprécier et ne pas aimer? Varier constamment, tout viser. Vous voyez à quel point il est important d'avoir le cerveau complètement silencieux? Parce qu'à tout moment où le cerveau agit, son action est la réaction du passé, traduite en pensée. Ce n'est que lorsqu'il est totalement calme qu'il est capable d'observer un nuage, un arbre, le courant d'une rivière. Vous pouvez voir à quel point la lumière est belle et qui brille dans ces montagnes, et encore pour que le cerveau soit complètement silencieux. Vous avez peut-être déjà observé cela, non? Comment cela se passe-t-il? L'esprit, en présence de quelque chose d'extraordinaire, comme un mécanisme extrêmement compliqué, un merveilleux ordinateur ou un splendide coucher de soleil, est parfaitement silencieux, même par une deuxième fraction. Vous savez, quand un enfant donne un jouet, comment le jouet l'absorbe-t-il? Comment l'enfant est-il intéressé par elle? De même, la majesté des montagnes, la beauté d'un arbre, le ruisseau des eaux, absorbent l'esprit et la mettent silencieuse. Mais dans ces cas, le cerveau est silencieux pour quelque chose. Le cerveau peut-il s'immobiliser sans interférence d'un facteur externe? Ne découvrant aucun moyen de le réchauffer, certaines personnes attendent la grâce de Dieu, prient, ont la foi, d'absorber en Jésus, ou en cela, ou dans cela, et dans cet autre. Il est assez évident que cette absorption dans une chose externe ne peut être vue que dans un esprit terne et engourdi. Le cerveau est en activité continue de l'éveil à s'endormir. Et même alors, l'activité du cerveau continue. Cette activité sous forme de rêve est le même mouvement de la journée. C'est poursuivi pendant le sommeil. Le cerveau n'a jamais de temps de repos. Jamais dit, prêt, je me suis retrouvé. Il faut aux heures de sommeil les problèmes qu'il a accumulés pendant la journée, et lors de l'éveil, les mêmes problèmes restent ininterrompus, un cercle vicieux. Le cerveau, afin qu'il puisse être silencieux, ne doit avoir aucun rêve. Quand le cerveau est silencieux pendant le sommeil, une capacité entièrement nouvelle est introduite dans l'esprit. Comment le cerveau peut-il toujours aussi intense et ardemment actif? Nous tiendrons ici 7 réunions d'examen, dans lesquelles chacun de nous prendra une part active. Il n'entendra pas simplement ce que nous nous dirons, puis continuerons avec nos opinions et nos jugements. Mais en examinant et en considérant les différentes questions ensemble, nous commencerons à découvrir par nous-mêmes comment nous pensons, à quel point de vue nous considérons la vie et comment les formules et les conclusions régissent et contrôlent notre esprit. Au cours de ces 7 réunions, nous pouvons examiner divers problèmes, en prenant une certaine question chaque matin pour considérer aussi complètement que possible, afin que nous le comprenions tous parfaitement. Non seulement au niveau verbal ou intellectuel, car cela ne comprend certainement pas. Et nous pouvons le laisser derrière là. Alors, à quoi allons-nous gérer ce matin? Question. Pouvons-nous considérer les racines et les origines de la pensée? Question. 2. Pouvons-nous examiner la différence entre le cerveau et l'esprit? Faisons-nous le bon usage de nos collèges et capacités personnelles? Question. 5. Pouvez-vous dire quelque chose sur la relation entre les gens? Question. 6. Pouvons-nous considérer la question de se débarrasser de notre conditionnement? Question. 7. Qu'est-ce que l'éclairage? Question. 8.
Pourquoi est-il si difficile de réaliser un état de bonheur basé sur la vérité et la beauté? Krishnamurti, réunissons-nous en une seule question. Si nous examinions la question de la connaissance de soi, ne pensez-vous pas qu'ils seraient tous répondus? Des questions comme « Qu'est-ce que la méditation? Un système? Quelle est la différence entre l'esprit et le cerveau? Pourquoi est-il si difficile de réaliser ou de comprendre ce qu'est l'éclairage? Pourquoi la plupart d'entre nous doivent-ils se battre de plusieurs manières? Pouvons-nous considérer la question de la connaissance de soi qui englobe toutes ces questions? Y a-t-il une méthode ou un système pour se connaître? Il y a un moyen de découvrir, pour nous-mêmes, le répondre à toutes les questions que nous formulons ce matin sans empêcher personne? La seule façon est de savoir par nous-mêmes le mécanisme de pensée. Comment fonctionne le cerveau? Comment l'esprit est tout livré au conditionnement? Combien est attaché à différentes choses? Et combien vous voulez vous libérer? Il y a une lutte constante en nous, et aussi à l'extérieur. Ainsi, pour répondre à toutes les questions que nous posons et à tous les problèmes existants, je ne pense pas que nous sommes importants pour nous comprendre. Prenons cette question. Tout d'abord, comment puis-je me voir? Je me regarde selon ce que les autorités, les experts ont dit, les psychologues, des choses qui ont évidemment conditionné mon esprit. Je n'aime peut-être pas Freud, Jung, Adler et les psychologues et analystes les plus modernes. Mais comme leur collection a pénétré mon esprit, je me regarde avec leurs yeux. Je peux regarder objectivement. Sans pas de réaction émotionnelle, voyez simplement ce que je suis. Et pour voir ce dont j'ai besoin pour l'analyse. Toutes ces questions sont implicites lorsque je dis que j'ai besoin de me connaître. Sans cette connaissance de soi, je n'ai aucune base pour l'action. Si je ne me connais pas et que je suis confus, toute action que j'entreprendrai nécessairement le plus confusion. J'ai donc besoin de me connaître. J'ai besoin d'étudier profondément la structure de ma nature. Renvoyer le cadre de mes activités, les normes sur lesquelles je travaille, les lignes que je suis, les directives que j'ai établies pour moi-même ou la société m'ont établi. Je dois comprendre l'impulsion qui m'amène à agir harmonieusement ou contradictoirement, à comprendre autant de problèmes, comme s'il y a Dieu, s'il y a la vérité, quelle méditation est, le méditation est. Et c'est beaucoup plus important que la méditation. J'ai besoin de me connaître complètement. Se rendre compte de l'importance de savoir par vous-même qu'est-ce que tu es. Parce que sans cette connaissance, tout ce que vous faites se fera dans un état d'ignorance, et donc d'illusion, et de contradiction. Et donc, il y aura de la confusion, de la tristesse et de tout. C'est clair. Nous devons connaître non seulement au niveau conscient, mais aussi dans les couches profondes de nous-mêmes. Cette connaissance devrait être claire, et c'est à vous de l'atteindre par vous-même, et non ce que je dis. Pourquoi? Comment puis-je me connaître? Quelle est la méthode? Puis-je suivre les autorités, les experts qui ont apparemment étudié et obtenu certaines conclusions qui peuvent être modifiées ou volées par des psychologues et des philosophes ultérieurs? Ne dites pas non. Si je ne peux pas les suivre, comment puis-je me comprendre? Toutes les enquêtes sur les philosophes et les instructeurs du passé, l'esprit indien a pénétré très profondément dans cette question. Et davantage des modernes m'ont imprimé, consciemment ou inconsciemment. Donc je peux les suivre parce que je suis juste un débutant et ils pensent qu'ils sont très devant. Et enfin, aller plus loin qu'eux. Ou est-il préférable de ne suivre personne, mais de me regarder? Si je peux me considérer comme ce que c'est, alors je me regarde à la suite de tous les philosophes, instructeurs et sauveurs. Je n'ai donc pas besoin de suivre personne. C'est clair. Vous voyez, s'il vous plaît, et ne le laissez pas plus tard. Mon esprit est le résultat de tout ce qu'ils ont dit. Ces choses n'étaient pas simplement acceptées par nous. Ils nous ont envahis comme un lieu, non seulement du présent, mais aussi du passé à travers une multitude d'instructeurs. Je suis le résultat de tout cela. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste me regarder, lire le livre que je suis moi-même. Comment le lire? Comment puis-je l'observer si clairement que rien ne peut m'empêcher de voir? Je peux regarder avec des lunettes colorées,
avoir certains préjugés, certaines conclusions qui m'empêcheront de me regarder et de voir tout ce qui peut révéler. Alors que dois-je faire? Depuis que je suis conditionné, je ne peux pas regarder en toute liberté. Par conséquent, je dois prendre conscience de mon conditionnement. Je suis donc amené à demander ce que c'est que de savoir. Mais continuons. Je ne peux pas regarder en pleine liberté parce que mon esprit n'est pas gratuit. J'ai des dizaines d'opinions et de conclusions, et un nombre infini d'expériences. J'ai reçu une certaine éducation qui fait partie de mon conditionnement. Par conséquent, il est nécessaire de prendre conscience de ces conditions qui font partie de moi-même. Ainsi, tout d'abord, j'ai besoin de comprendre ce que signifie être conscient. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, d'être conscient? Pendant des jours, ce conférencier a dit « Veuillez ne pas prendre de notes ». Tu l'as entendu et plusieurs. Comme nous l'avons dit, pendant la journée, le cerveau est sans cesse actif. Et lors de l'éveil et de la regard par la fenêtre, nous nous exclamons « Regardez, quelle pluie !» ou « Quelle merveilleuse journée !» Mais il fait trop chaud. Vous avez déjà mis votre cerveau en mouvement? Donc, lorsque vous regardez par la fenêtre, ne vous dites pas un mot vous-même. Cela ne signifie pas supprimer les mots, mais ne comprendre que le moment où il dit « Oh, quelle belle matinée !» ou « La nôtre, quel horrible moment !» le cerveau se déclenche. Mais en regardant par la fenêtre, regardez les choses sans prononcer un seul mot. Et ce n'est pas pour supprimer le mot. Si vous regardez simplement, sans l'intrusion immédiate de l'activité cérébrale, alors la solution, le problème du problème, pour mettre le cerveau silencieux. Lorsqu'il ne réagit pas, l'ancien cerveau commence à émerger le nouveau cerveau. Vous pouvez observer les montagnes, les rivières, les vallées, les ombres, les beaux arbres, les nuages merveilleux, complètement éclairés au-delà des montagnes, sans prononcer un mot, sans comparer. Mais cela rend les choses beaucoup plus difficiles lorsque vous regardez quelqu'un d'autre, car il existe des images déjà établies. Note encore. Ainsi, observant avec une perception claire, vous verrez que l'action assume une vitalité extraordinaire. Il s'agit d'une action complète qui n'est jamais prise à la minute suivante. Est-ce que tu comprends? Nous avons tous des problèmes profonds ou superficiels. L'insomnie se bat avec la femme, des problèmes que nous prenons de jour en jour. Les rêves sont la répétition de ces mêmes problèmes, la répétition sans fin de la peur et du plaisir. Cela engourdit certainement l'esprit et émousse le cerveau. Et est-il possible de mettre fin à chaque problème lors de la possibilité? Ne le prenez pas. Prenons un problème. Quelqu'un m'insulte, m'appelle idiot. Instantanément, le vieux cerveau réagit en disant « Hé, idiot, c'est toi !» Si avant que le cerveau ne réagisse, je suis parfaitement conscient de ce qui a été dit, une chose désagréable, j'ouvre une pause, afin que le cerveau ne puisse pas bientôt précipiter dans l'arrêt. Donc, si pendant la journée, il observe ces actes du mouvement de la pensée, il se rendra compte qu'il crée des problèmes, et que les problèmes sont des choses incomplètes, et doivent donc être empruntés. Mais si vous observez avec le cerveau vraiment silencieux, vous verrez que l'action est complète et instantanée. Il n'a pas fait le problème. Il ne prend pas l'insulte, le compliment. Il est fini. Et puis, pendant le sommeil, le cerveau ne prendra plus les anciennes activités de la journée. Ce sera un repos complet. Et étant le cerveau silencieux pendant le sommeil, il y a un rajeunissement de toute sa structure. L'innocence émerge. L'esprit innocent est capable de voir le vrai, pas la mentalité compliquée du philosophe ou du prêtre. L'esprit innocent englobe celui que le corps, le cœur, le cerveau et l'esprit lui-même sont contenus. L'esprit innocent, jamais frappé par la pensée, peut voir le vrai réel. C'est la méditation. Pour réaliser cette merveilleuse beauté de la vérité et de son extase, il est nécessaire de lancer la base adéquate. Cette base est la compréhension de la pensée, qui génère la peur et nourrit le plaisir.
C'est la compréhension de l'ordre et donc de la vertu. Il est donc exempt de tous les conflits, de toute l'agressivité, de la brutalité et de la violence. Lancez cette base de liberté, une sensibilité se produit qui est l'aboutissement de l'intelligence. Et la vie de l'homme devient, à tous égards, entièrement différente. Question. Je trouve très important de vous comprendre pour comprendre ce que vous dites. Cela m'a surpris ce que j'ai dit sur le yoga, car je sais que cela le pratique régulièrement 2 heures par jour. Cela me semble une forme de discipline très distincte. Cependant, plus important que cela est la question de l'innocence. Je m'intéresse à l'innocence de votre esprit. Réponse. Avant de pouvoir voir l'innocence de l'esprit, le vôtre ou le mien, cela doit être innocent. Je n'utilise pas de subterfuge. Pour voir l'innocence de l'esprit, vous devez être libre, pas avoir peur et avoir une certaine capacité qui vient lorsque le cerveau fonctionne sans aucun effort. Ne pratique pas le yoga quotidiennement pendant 2 heures, n'est-ce pas une forme de discipline? Maintenant, le corps nous dit, quand il est fatigué, nous disant « Hey, pas aujourd'hui ». Lorsque nous abusons du corps, le forçant à tout point de vue, gâchant son intelligence, prenant des aliments inappropriés, fumant, buvant et bien d'autres choses, le corps devient insensible. Et cette pensée dit « Il est nécessaire de le forcer ». Cela oblige et forcer le corps devient discipline. Mais si vous voulez pratiquer ces choses régulièrement, sans aucun effort, cette régularité dépendra de la sensibilité de votre corps. Nous les pratiquons un jour, et si le lendemain, le corps est fatigué, nous disons « Ok, très bien, pas aujourd'hui ». Aucune régularité mécanique n'est requise. Tout cela nécessite une certaine intelligence, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Et cette intelligence vous dit ce qu'elle doit et ce que vous ne devriez pas faire. Question. Nous pouvons souhaiter un esprit calme, mais parfois, nous devons prendre des décisions. Cela peut causer des difficultés et créer problème. Réponse. Si l'esprit est incapable de décider clairement, des problèmes surviennent. La décision elle-même est un problème. Décider signifie prendre une décision entre cela et cela. Cela implique le choix. Si il y a le choix, il y a des conflits et cela a des problèmes. Mais quand vous voyez les choses très clairement, il n'y a pas le choix d'aucune sorte. Et donc, il n'y a pas de décision. Vous connaissez très bien le chemin qui va à l'endroit où vous vivez. Suivez ce chemin qui est parfaitement clair. Il l'a parcouru des centaines de fois et il n'y a donc pas de choix de nature, bien qu'il puisse découvrir un raccourci et le prendre la prochaine fois. C'est une chose mécanique et il n'y a pas de problème. Le cerveau veut que la même chose se reproduise afin qu'il puisse fonctionner automatiquement, mécaniquement, de sorte qu'aucun problème ne survient. Le cerveau exige de lui-même qu'il fonctionne mécaniquement. Alors il dit « Je me disciplinerai pour fonctionner mécaniquement. J'ai besoin d'une croyance, d'un but, d'une directive pour déterminer la voie à suivre. Et cela fonctionne sur ce canal. Que se passe-t-il alors? La vie ne le permettra pas, car chaque fois que les choses se produisent toutes sortes, par conséquent, la pensée résiste. Soulevez un mur de croyance, et cette résistance elle-même crée des problèmes. Lorsque vous devez décider entre cela et cela, cela signifie qu'il y a de la confusion. Dois-je ou devrais-je faire cela? Je me pose juste une telle question, quand je ne vois pas clairement ce que je dois faire. Nous avons choisi à cause de notre confusion et non en cas de clarté. Si elle a une clarté, son action est terminée. Interrogando. Mais il ne peut pas toujours être complet. Krishnamurti. Pourquoi? Interrogando. C'est souvent un choix complexe, et le temps est nécessaire pour le considérer. Krishnamurti. Oui, monsieur. Vous avez besoin de temps, de patience, pour le considérer. Vous devez comparer. Mais comparer quoi? Comparer deux chiffons, bleu et blanc? Question vous-même si vous aimez ceci ou cette couleur, si vous devez gravir cette colline ou cette autre colline. Décidez. Je préfère gravir cette colline aujourd'hui, et demain je grimperai à cette autre. Le problème se présente lorsqu'il s'agit de la psyché. Que faire en vous? Voyez d'abord qu'est-ce qui implique la décision.
Décider de faire ceci ou cela. Sur quoi est basée cette décision? Dans le choix, c'est évident. Dois-je faire cela ou devrais-je faire ça? Je me rends compte que lorsqu'il y a le choix, il y a de la confusion. Je vois donc la vérité, le fait, ce que c'est. Et le fait est le suivant. Là où il y a le choix, il y a inévitablement la confusion. Pourquoi? Pourquoi suis-je confus? Parce que je ne sais pas ou parce que je préfère, au lieu de quelque chose ou d'un autre plus agréable, cela donne de meilleurs résultats, plus de chance, etc. Je choisis donc cette chose, mais adoptant en elle, rencontrer également la frustration, la douleur. Je me vois comme ça à nouveau pris dans le même réseau entre la peur et le plaisir. Et puis je demande, puis-je agir sans choix? Cela signifie que je dois prendre conscience de la confusion et de toutes les implications de la décision, car il y a de la dualité, celle qui décide et la chose à décider. Par conséquent, vient le conflit et la perpétuation de la confusion. Vous diriez que vous êtes conscient de toutes les complications de ce mouvement prendra du temps. Cela prendra-t-il du temps? Ou le mouvement peut être vu instantanément et l'action est donc immédiate. J'ai juste besoin de temps quand je ne suis pas au courant de lui. Mon cerveau, qui est conditionné, dit « je dois décider ». Décider conformément au passé, tout comme votre habitude. J'ai besoin de décider de ce qui est bien, de ce qui ne va pas. Quel est le devoir? Quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que l'amour? Les décisions cérébrales créent plus de conflits. Ce que font les politiciens dans ce monde. Le cerveau peut-il se calmer afin de voir instantanément le problème de la confusion et d'agir pour être clarifié? Ce n'est alors une décision d'aucune sorte. Question. Question. Pouvez-vous apprendre de l'expérience? Réponse. Pas du tout. L'apprentissage nécessite la liberté, la curiosité et l'enquête. Quand un enfant apprend quelque chose, il devient curieux, veut savoir. Il s'agit d'un mouvement libre et non d'un mouvement cohérent à acquérir à partir de cette acquisition. Nous avons d'innombrables expériences. Nous avons eu 5000 ans de guerre et nous n'avons appris que pour inventer des usines plus mortelles. Nous avons eu de nombreuses expériences avec nos amis, nos épouses, nos maris, notre nation, et nous n'avons rien appris. Ou l'apprentissage avec effet ne peut être vu que lorsque nous sommes libérés de l'expérience. Si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, votre esprit doit être libre du vieil homme, bien sûr. Ainsi, la méditation est de vider l'esprit de la connue sous le nom d'expérience, car la vérité n'est pas quelque chose que nous inventons, mais une chose totalement nouvelle, quel que soit le passé. Le connu, le nouveau n'est pas l'opposé du vieil homme. La vérité est une chose incroyablement nouvelle, et l'esprit qui s'approche d'elle avec l'expérience ne peut pas le voir. Question. Je sais que je ne peux pas être conscient pendant plus de 2 minutes. Ensuite, la confusion commence. Réponse. Nous vérifierons que cette perception peut s'étendre ou si elle n'est possible que pendant une brève période. Mais avant cela, regardons ce que signifie être conscient. Suis-je conscient du bruit de cette rivière? Suis-je conscient du chant des oiseaux? Suis-je conscient des différentes couleurs des costumes utilisés par les hommes et les femmes réunis ici? Suis-je conscient de l'espace qui les entoure? Des collines, des arbres, des nuages, de la chaleur? Suis-je objectivement conscient de tout cela? Comment êtes-vous conscient à... Interroger. Sommes-nous en même temps des cônes intérieurs et extérieurs? Krishnamurti. S'il vous plaît, allons-y. Êtes-vous conscient de ce pavillon, des couleurs, des costumes des gens? Êtes-vous conscient des collines, des arbres, des plats? Êtes-vous conscient d'être conscient de ces choses? Non?
Interrogando. Lorsque vous les trouverez, je les ai conscients. Christian Murty. Si vous faites attention à vous, c'est conscient. Par conséquent, ce n'est pas conscient quand il est inattentif. Ce n'est que pour faire attention à Conus. Veuillez noter cela de très près. Interrogando. En faisant attention à une chose, je m'absorbe. Je ne peux pas prêter attention aux autres choses qui m'entourent. Krishnamurti. Vous absorbez dans une certaine chose et le reste s'éteint. Vous savez que lorsque vous regardez attentivement le pavillon, les arbres, les montagnes, façonnez-vous en mots. Que voyez-vous? Vous dites c'est un arbre, c'est un nuage, c'est une tente. J'aime cette couleur. Je n'aime pas cette autre couleur. N'est-ce pas vrai? Veuillez faire ici un petit effort à cet égard. Ne vous laissez pas flou. Parce que si vous vous pénétrez profondément sur cette question, lorsque vous quittez ce pavillon, vous verrez quelque chose par vous-même. Eh bien, lorsque vous observez, êtes-vous conscient de vos réactions? Interrogando. L'attention semble se développer. Krishnamurti, je vous demande une chose et vous me répondez une autre. Je suis conscient de cette robe. Ma réaction dit « belle ou laide ?» Et je demande « lorsque vous regardez cette couleur rouge, êtes-vous conscient de vos réactions? Pas une douzaine de réactions, mais cette réaction particulière que vous avez lorsque vous voyez la couleur rouge. Pourquoi pas? Cela ne fait-il pas partie de la perception? Interrogando. Lorsque nous nommons quelque chose, nous n'en sommes pas conscients. Krishnamurti. Je vais le découvrir, monsieur, ce que signifie être au courant. Je veux être conscient et je sais que je ne suis pas au courant. Parfois je suis attentif, mais la plupart du temps, je suis en semi-quartier. Je pense à autre chose en regardant un arbre ou une couleur. Et, comme je l'ai dit, je veux me connaître complètement. Parce que je me rends compte que si je ne me connais pas, je n'ai aucune base pour faire quoi que ce soit. J'ai donc besoin de me connaître. Comment vais-je prendre conscience de moi? Comment vais-je me regarder? Regarder. Apprendre. Par conséquent, l'apprentissage fait partie de la perception. Puis-je apprendre quelque chose sur moi conformément à quelqu'un d'autre, conformément aux philosophes, aux instructeurs, aux sauveurs, aux prêtres? Est-ce que cet apprentissage, si j'apprends selon ce que les autres ont dit, car pour se renseigner sur moi-même, et est-ce le principal? Qu'est-ce que cela apprend sur moi-même? Enquêtez sur cela, pénétrez, découvrez sa signification. Que signifie apprendre sur vous-même? Interrogando. Cela signifie voir ma réaction? Krishnamurti. Non, mon madame, ce n'est pas ce que je veux. Que signifie apprendre? Interrogando. Nous semblons chercher frénétiquement un système pratique pour réaliser cet état de perception. Il fut un temps où je pensais que nous pouvions nous éduquer, notant toutes nos pensées, puis les lire, les voir, comme un film que vous voyez. Peut-être que de cette façon, il a été possible d'apprendre quelque chose. Krishnamurti dit l'interrogance que nous voyons des raisons de nous connaître et aspirer à savoir comment le faire. Mais à cause de cette anxiété, nous souhaitons un système. Nous voulons trouver une méthode, car nous ne savons pas quoi faire de nous-mêmes. Nous avons donc besoin de quelqu'un, dites-nous. Faites de telles choses, et vous vous connaissez. Maintenant, messieurs, j'ai la gentillesse de m'écouter. Me voici. Je suis le résultat de la société, de la culture dans laquelle je vis, de la religion, du monde des affaires, du monde économique, du climat de la nourriture. Je suis le résultat de tout cela, du passé infini et du présent. Je veux me connaître. Autrement dit, je veux en savoir plus sur moi-même. Et qu'est-ce que le mot « apprend » ? Voir la difficulté qui y est contenue. Je ne connais pas l'allemand, et cela signifie que je dois apprendre le sens des mots, décorer les verbes et apprendre la synthèse de la langue. Autrement dit, je dois accumuler des connaissances des mots, et ainsi de suite. Alors peut-être que je peux parler allemand. Accumuler, verbalement ou toute autre manière, puis agir. Alors,
L'apprentissage signifie l'accumulation. Maintenant, que se passe-t-il si je veux en savoir plus sur moi-même? Je vois quelque chose en moi et dis « J'ai appris une telle chose. J'ai vu que c'est ainsi. J'ai appris à ce sujet. » C'est donc un résidu de connaissance. Et avec cette connaissance, j'examine le prochain incident. Et par conséquent, l'accumulation augmente. Donc plus j'observe et j'apprends sur moi, plus il y a de connaissances sur moi-même. N'est-ce pas exactement? Interrogando. Je change. Krishnamurti. J'accumule des connaissances et je change en même temps. Grâce à l'observation, j'accumule des connaissances et de l'expérience. Alors, que se passe-t-il? Avec cette connaissance, je me regarde. Par conséquent, les connaissances m'empêchent de nouvelles observations. Vous en rendez-vous compte? Par exemple, vous avez dit quelque chose qui m'a offensé. Ceci est ma connaissance. Et la prochaine fois que je vous verrai, c'est cette connaissance d'être offensé qui va nous rencontrer. Le passé rencontre le présent. La connaissance est donc le passé, et avec les yeux du passé, je regarde le présent. Comprendre? Maintenant, pour en savoir plus sur moi-même, pour me regarder, je dois être libre des connaissances apportées du passé. C'est-à-dire que l'apprentissage de moi doit être toujours nouveau. Remarquez-vous la difficulté? Interrogando. Je dirais qu'il y a une vie constante qui n'alterne jamais. Krishnamurti. Nous considérerons le problème du changement plus tard. Je suis vigilant et je veux en savoir plus sur moi-même. Ce que je suis, c'est le mouvement, pas statique. Il est vivant, actif, prend toujours des directions différentes. Ainsi, si j'apprends de l'esprit et du cerveau du passé, ils m'empêcheront d'auto-apprentissage. Réalisez cela à leur demande. Comment une personne peut-elle se libérer du passé afin qu'il puisse en savoir plus sur lui-même, une chose constamment nouvelle? Voyez-vous à quel point c'est beau et passionné. Je veux en savoir plus sur moi-même et ce que je suis. C'est une chose vivante, ce n'est pas une chose morte. Aujourd'hui, je pense d'une manière et demain, je pense différemment. C'est un mouvement constant et vivant. Et pour l'observer et pour vous apprendre, l'esprit doit être libre. Par conséquent, s'il transporte la charge du passé, il ne peut pas observer. En Inde, il est de coutume d'ouvrir le livre sacré, la Gita, et avec elle expliquer toute chose. Des millions de personnes entendent les explications sur la façon de vivre, ce qui devrait être fait, comment Dieu est ou non. Ils écoutent, enchantés, puis continuent de vivre sous la forme de l'habitude. Les explications nous aveuglent, nous empêchent de voir ce que c'est vraiment. Il est d'une importance capitale de découvrir, par vous-même, la façon de regarder le problème de l'existence. Le regardez-vous à travers une explication d'un certain point de vue, ou le regardez-le pas fragmentairement? Vérifiez cela dans votre vie. Allez vous promener dans une promenade, et appliquez-vous de tout votre cœur pour découvrir la façon dont vous regardez ces phénomènes. Ensuite, au cours de ces conférences, nous coordonnerons les détails, car nous entrerons une multitude de détails à découvrir et à comprendre. Mais avant cela, vous devez avoir raison que vous soyez libre de toute fragmentation, que vous n'êtes pas anglais, américain, juif. Pouvez-vous comprendre qu'il est exempt du conditionnement d'un étant donné la religion ou la culture? Le conditionnement qui vous tient cultivé et selon lequel vous avez vos expériences, ce qui ne conduit à plus de conditionnement. Voir le mouvement de la vie comme un seul mouvement. Il y a une grande beauté et d'immenses possibilités. Action complète et liberté. Et l'esprit a besoin de liberté pour découvrir ce qu'est la réalité. Pas une réalité inventée ou imaginaire. Il y a un besoin de pleine liberté, exempt de toute fragmentation. Et cette liberté ne sera possible que si elle est réelle et totalement sérieuse. Pas selon ce que quelqu'un dit. C'est la façon d'être sérieux. Jetez ces choses. Ne faites pas attention à vous. Essayez de découvrir par vous-même, que ce soit vieux ou jeune. Pouvez-vous poser des questions? Avant de les faire, voyez pourquoi ils les font et qui attend la réponse. Lorsque vous posez une question, êtes-vous simplement satisfait de l'explication qui peut être donnée dans la réponse?
Lorsque nous posons une question, et il est nécessaire de poser des questions surtout, faisons-le parce que nous commençons à enquêter, et par conséquent, à prendre une part active, à marcher, à expérimenter et à créer ensemble. Question. Si une personne, disons, un fou est lâche pour tuer des gens, et que nous avons la possibilité de l'empêcher de tuer, que devez-vous faire? Réponse. Dans ce cas, nous tuerons tous les présidents et dirigeants, tous les tyrans, tous les mêmes et nous-mêmes. Nous faisons partie de tout cela. Avec notre violence, nous contribuons à l'état actuel du monde. Nous ne le réalisons pas clairement. Nous pensons que si nous nous débarrassons de tant de personnes, répudier le régime actuel, nous aurons résolu le problème entièrement. Toutes les révolutions physiques ont été réalisées sur cette base. Les Français, les communistes, etc. Et ils se sont tous retrouvés dans la bureaucratie ou la tyrannie. Ainsi, mes amis, instituons une nouvelle façon de vivre, ce n'est pas de l'établir pour les autres, mais pour vous-même. Parce que l'autre est moi-même. Il n'y a ni nous, ni eux. Il n'y a que moi-même. Si vous réalisez vraiment, pas verbal ou intellectuellement, mais avec le cœur, voyez ici à une action complète, d'un résultat complètement différent. Et il y aura une nouvelle structure sociale, sans qu'il soit nécessaire de renverser un régime pour le remplacer par un autre. L'enquête nécessite de la patience. Les jeunes sont impatients et veulent des résultats instantanés. Et cela signifie qu'ils n'ont pas encore compris le processus de vie totale. Si l'on comprend la totalité de la vie, elle verra une action instantanée, entièrement différente de l'action immédiate de l'impatience. Voyez ce qui se passe en Amérique. Troubles raciaux, pauvreté, ghetto, système éducatif absurde. Considérez la désunion existante en Europe et le retard dans la création de la Fédération européenne, et voyez ce qui se passe en Inde, en Asie, en Russie, en Chine. En considérant tout cela et plus les divisions créées par les religions, il n'y a qu'une seule solution possible, une seule action, c'est-à-dire l'action totale, et pas une action partielle ou fragmentaire. Cette action totale ne consiste pas en tuant personne, mais pour voir les divisions qui détruisent l'homme. Lorsque nous sommes vraiment sérieux et que nous voyons les choses sensibles, il y aura une action complètement différente. Question. Supposons qu'un individu naît dans un pays où l'emporte de la tyrannie absolue. Et il est totalement supprimé, sans lui donner l'occasion de faire, par sa propre initiative, rien. Je pense que la plupart des cadeaux ne peuvent pas imaginer de telles conditions. Cet homme est né dans cette situation. Ses parents aussi. Qu'a-t-il fait pour créer le chaos existant dans le monde? Réponse. Rien, probablement. Qu'est-ce que le pauvre qui vivait dans l'arrière-pays de l'Inde, dans un Alédéola, en Afrique, ou dans une petite vallée lointaine, complètement inconscient de ce qui se passe dans le reste du monde? Comment peut-il avoir contribué à cette structure monstrueuse? Pas du tout, naturellement. Et que peut faire ce pauvre gars? Question. Qu'est-ce que cela signifie d'être sérieux? J'ai l'impression de ne pas être sérieux. Réponse. Enquêtons-nous ensemble. Qu'est-ce que le fait d'être sérieux? Pour être tellement dédié à quelque chose, une vocation, que vous êtes prêt à le suivre jusqu'à la fin? Je ne définirai pas ce que c'est d'être sérieux. N'acceptez pas les définitions d'aucune sorte. Si un homme souhaite découvrir un nouveau mode de vie, une vie sans violence, une vie de liberté intérieure totale, et cette découverte consacre son temps, son énergie, ses pensées, tout. Cette personne que j'appellerais un homme sérieux. Cet homme n'est pas facilement dévié de son intention. Il peut chercher du divertissement, mais son itinéraire est tracé. Cela ne signifie pas être dogmatique, têtu et inappable. Il est prêt à écouter les autres, à considérer, à examiner, à observer. Il peut arriver que, dans cette gravité, un homme devient égocentrique. Cet égocentrisme, bien sûr, l'empêchera d'examiner. Mais l'homme sérieux a tendance à écouter les autres, à examiner et à s'enquérir constamment. Cela signifie qu'il doit être très sensible. C'est à toi de découvrir comment et qui écoute. Cet homme, par conséquent, écoute, cherche,
enquêter, découvrir. Avec un cerveau sensible, un esprit sensible et un cœur sensible, qui ne sont pas des choses séparées. Il étudie avec cet ensemble, avec cette sensibilité totale. Assurez-vous d'avoir un corps sensible. Notez vos gestes, vos habitudes particulières. Une personne ne peut pas être physiquement sensible si elle se nourrit en excès. Soit peut être sensible à la faim, soit se soumettre au jeûne. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Nous avons besoin d'un cerveau sensible. Autrement dit, un cerveau qui ne fonctionne pas en vertu de vos habitudes, qui ne recherche pas vos plaisirs sexuels particuliers et insignifiants ou autrement. Question. Vous recommandez de ne pas écouter des explications. Quelle est la différence entre que dites-vous et explication? Réponse. Qu'en penses-tu? Y a-t-il une différence ou est-ce que tout ça est juste un cranger? Interrogando. Les mots sont des mots. Réponse. Nous expliquons montrant la cause et les faits. Nous disons par exemple l'homme a hérité de sa brutalité de l'animal. Si je souligne ce fait et dans le même acte de le souligner, j'agis, j'arrête d'être violent. Il n'y a pas de différence. Ce qui est nécessaire, c'est l'action. Mais l'action peut-elle être vérifiée à la suite d'explications de mots? Ou cette action totale est-elle possible uniquement lorsque je suis suffisamment sensible pour observer le mouvement total de la vie? Que voulons-nous faire ici? Donner des explications sur pourquoi et la cause de pourquoi. Ou voulons-nous vivre de telle manière que nos vies ne sont pas basées sur des mots, mais sur la découverte de ce que c'est vraiment? Cette découverte ne dépend pas des mots. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Si un homme a faim, nous pouvons vous donner des explications sur la qualité et le goût de la nourriture, vous montrer le menu, vous montrer le comestible exposé dans une vitrine. Mais ce qu'il veut, c'est de la vraie nourriture. Et aucune explication. Quand je ne m'éloigne pas de la peur, j'arrête de m'identifier avec lui. Christian Morge. C'est l'apprentissage. Vous vous êtes arrêté. Interrogando. Je ne comprends pas. Christian Morge, l'arrêt n'est pas l'apprentissage. En raison du désir de ne pas avoir peur, vous voulez vous en éloigner. Voyez à quel point il est subtil. J'ai peur, et je veux en savoir plus sur vous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux connaître le mouvement de la peur. Alors que se passe-t-il? Je ne fume pas de lui. Je ne réprime pas, ou n'évite pas. Je veux en savoir plus sur vous. Interrogando. Je pense à la façon de m'en débarrasser. Krishnamurti, si vous voulez vous débarrasser de cela, comme je viens de l'expliquer, qui est la personne qui se débarrassera de lui? Vous voulez vous débarrasser de la peur, ce qui signifie qu'il résiste. Par conséquent, la peur augmente. Si vous ne réalisez pas ce fait, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Interrogez, nous devons accepter la peur. Krishnamurti, je n'accepte pas la peur. Quelle est l'entité qui accepte? Interrogez, s'il n'est pas possible de s'échapper, est-il nécessaire d'accepter? Krishnamurti, échappez-le, évitez-le, lire une romance, voir ce que font les autres, regarder la télévision, assister au temple ou à l'église, et tous d'éviter la peur. Et tous les efforts pour l'éviter ne peuvent qu'augmenter et donner plus de force à la peur. C'est un fait. Une fois ce fait établi, je ne veux pas m'échapper, je ne veux pas réprimer. J'apprends et je ne m'éloigne pas. Alors que se passe-t-il quand il y a la perception de la peur? Regardons. Comprendre le processus de peur. Krishnamurti, c'est ce que nous faisons. Je m'engage à comprendre le processus, je te regarde. J'apprends sur vous, j'ai peur et je ne fume pas de lui. Eh bien, que se passe-t-il? Interrogando. C'est face à face avec peur. Krishnamurti. Et que se passe-t-il alors? Interrogando. Il n'y a aucun mouvement, dans aucune direction.
Krishnamurti. Quelle question devez-vous poser? S'il vous plaît. Écoutez-moi pendant 2 minutes seulement. Je ne fume pas la peur. Je n'évite pas, je ne vous résiste pas. Il est devant moi et je le regarde. La question naturelle est qui regarde la peur. Veuillez ne rien supposer. En disant que j'observe la peur et que j'apprends sur lui, quelle est l'entité qui le regarde? Interrogez la peur elle-même. Krishnamurti, craint-elle elle-même? Veuillez ne pas faire d'hypothèse, ne demandez aucune conclusion. Découvrez, l'esprit ne fuit pas la peur. Il ne soulève aucun mur contre la peur, gagne du courage ou quoi que ce soit d'autre. Que se passe-t-il quand je regarde? Naturellement, qui regarde la chose appelée peur? Veuillez ne pas répondre. Je me suis posé la question, et pas toi. Traitez donc pour découvrir qui observe la peur. Regardez. Je suis conscient de la peur. Je suis conscient que j'ai peur de perdre de l'argent, de tomber malade, d'être abandonné par ma femme et de le savoir plus. Et je veux en savoir plus sur cette peur. Alors je regarde et ma question naturelle est la suivante. Qui regarde la peur? Interrogando. L'image que j'ai de moi-même? Krishnamurti, quand je demande qui regarde, que se passe-t-il? La question elle-même contient une division, non? Mais quand je dis qui regarde, cela signifie que mon esprit est une chose et que je regarde. Par conséquent, il y a une division. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette division? Réponds-moi. Supposons rien. Ne répétez pas ce qu'un autre a dit, y compris moi-même. Essayez de savoir pourquoi cette division existe au moment où vous demandez qui vous regardez. Découvrez-le. Interrogant, y a-t-il le désir d'observer en moi? Krishnamurti, c'est-à-dire que le désir dit « observe pour s'échapper ». Y comprend? Vous avez d'abord dit que j'avais compris que je ne devrais pas m'échapper. Et maintenant, vérifier ce désir très subtilement vous fait fuir. Par conséquent, vous observez toujours la peur en tant qu'étrangère. Voyez à quel point cela est important. Vous observez avec l'intention de vous débarrasser de la peur. Et comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, essayer de se débarrasser de la peur signifie qu'il y a eu une censure antérieure de la peur. Par conséquent, son observation implique le désir de se débarrasser de la peur après une division qui n'a que l'effet de donner plus de force à la peur. Alors, une fois, je demande qui regarde la peur. Interrogant, n'y a-t-il pas d'autres points? Qui pose la question? Qui regarde la peur? Krishnamurti. C'est moi, Seigneur. Interrogando. Mais qui le fait? Krishnamurti. Demande à nouveau la même chose. Cela revient. Ayez la gentillesse d'écouter. C'est le moyen le plus pratique de procéder. Si vous écoutez ce qui est dit, vous verrez que l'esprit sera exempt de peur. Mais vous ne faites pas. J'ai peur de perdre de l'argent, et donc, que dois-je faire? Je m'enfuis de sa peur, en évitant d'y penser. Mais comprendre combien est une étude pour l'éviter, car plus je résiste, plus je me sens, je l'observe. Par conséquent, la question est présentée, qui l'observe? Qui l'observe? Le désir de se débarrasser de lui, de le dépasser, est le désir qui le regarde. Et je sais que l'observation de cette manière se divise, et rend donc la peur plus forte. Ainsi, je vois la vérité à ce sujet, et j'ai donc disparu le désir de s'en débarrasser. Il comprend? C'est la même chose que de voir un serpent toxique. Je ne veux pas la toucher. Le désir de prendre des drogues disparaît dès que je réalise le vrai danger qu'ils représentent. Je n'ai aucune envie de les prendre. Tant que je n'ai pas vu ce danger, je continuerai à les prendre. De même, tant que je ne vois pas que l'évasion de la peur découle de peur, je continue de fuir. Au moment où je m'en rends compte, je ne veux plus m'échapper. Oh! Que se passe-t-il? Interrogando. À quoi une personne peut-elle ressembler si elle a peur d'être en difficulté? Krishnamurti, c'est ce que je pointe. Vous avez peur de regarder la peur. Vous n'apprendrez rien sur vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la peur, n'ayez pas peur. C'est à quel point cela est simple.
Si je ne sais pas nager, je ne veux pas sauter dans une rivière. Quand je sais que je n'ai aucune possibilité de mettre fin à la peur, si j'ai peur de le regarder, et même si j'ai peur de le regarder, je veux vraiment le faire. Je dis peu importe, je veux regarder. Dis que c'est le désir d'échapper à la peur qui génère constamment la peur. Non, non. Aucune compréhension. En disant que c'est la peur n'est pas séparée de vous. Ce qui se produit, je suis sombre. J'ai peur d'être sombre. Mais je dis pourquoi je suis sombre. Et l'affaire est réglée, non? Je ne fume pas de lui. Quoi de neuf alors? Interrogando. Acceptation. Acceptation? Krishnamurti, j'accepte cela? Au contraire, j'oublie que je suis sombre. Ce n'est pas bien comprendre. C'est juste de faire des hypothèses. Je veux en savoir plus sur moi-même. Je dois me connaître complètement avec passion, car c'est la base de chaque action. Sans cette base, j'aurais une vie de confusion extrême. Pour en savoir plus, je ne peux suivre personne. Si je suis quelqu'un, je n'apprends pas. L'apprentissage de moi-même implique que le passé n'interfère pas. Parce que ce que je suis est une chose extraordinaire, vitale, mobile et dynamique. Je dois donc le regarder nouveau, comme un nouvel esprit. Il ne peut pas y avoir de nouvel esprit si le passé agit toujours. C'est un fait. Je vois. Et voir, je comprends, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Par conséquent, je veux en apprendre davantage sur la peur. Il comprend? Apprendre, je suis en mouvement constant. Je veux savoir et réaliser quelque chose. Une profonde vérité. Je dois en apprendre davantage sur la peur. Et cela signifie que je ne devrais pas m'en échapper, cela coûte ce qu'il en coûte. Je ne dois pas avoir de désir subtil de s'échapper. Alors qu'arrive-t-il à l'esprit qui est capable de regarder la peur sans aucune division? La division consiste à chercher à s'en libérer à travers des formes subtiles d'évasion, de répression, etc. Qu'arrive-t-il à l'esprit pour se voir face à face avec peur? Et quand il y a peu importe de s'enfuir. Veuillez essayer de découvrir et d'appliquer votre esprit. Hier, nous parlions de la peur et du besoin de connaissance sur soi. Je ne sais pas si vous réalisez la grande importance de comprendre la nature et la structure de vous-même. Comme nous l'avons dit, s'il n'y a aucune compréhension, non seulement intellectuelle ou verbale, mais une réelle compréhension de ce que nous sommes et la possibilité de le transcender d'eux, nous créerons inévitablement la confusion et la contradiction en nous-mêmes, avec des activités qui mèneront à de nombreux maux et souffrances. Il est donc essentiel de comprendre non seulement les couches superficielles de nous-mêmes, mais l'entité totale, toutes les parties cachées. Et j'espère que nous communiquer entre eux, comprendre en commun ce problème, nous pourrons vraiment voir. Pas théoriquement si par soi-même, l'esprit peut transcender son propre conditionnement, ses propres habitudes, ses préjugés et tout. Nous parlons également de l'apprentissage de nous-mêmes. L'apprentissage implique un mouvement non accumulé. S'il y a accumulation, il n'y a pas de mouvement. Si la rivière qui court se termine par un lac, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a que du mouvement lorsqu'il y a un flux constant vers le courant sortant. Et c'est ce que l'apprentissage implique. Apprenez non seulement sur les choses externes et les faits scientifiques, mais aussi sur nous-mêmes. Parce que ce que nous sommes est quelque chose qui change constamment, une chose dynamique et polyvalente. Pour savoir ce que nous sommes, l'expérience apportée du passé ne peut plus nous aider. Au contraire, le passé met fin à l'apprentissage et donc à une action complète. J'espère que vous avez clairement vu ce fait. C'est-à-dire que nous avons affaire à un mouvement vivant de la vie, et ce mouvement est le soi. Pour comprendre ce moi subtil, une curiosité intense, une persistance, une vigilance et une compréhension non accumulative sont nécessaires. Oxala, nous pourrions nous mettre en communication sur cette question d'apprentissage, parce qu'à cet égard,
Nous aurons des difficultés parce que notre esprit aime travailler à l'intérieur qu'à nos normes, avec une base sur une conclusion ou des préjugés ou en connaissance. L'esprit est lié à une certaine croyance et sur cette base, essaie de comprendre le mouvement extraordinaire de soi. Par conséquent, il y a une contradiction entre le soi et l'observateur. Nous parlions également de la peur qui fait partie de ce mouvement total de soi, ce moi qui fragmente le mouvement de la vie et vous sépare, comme vous et moi. Nous demandons ce qu'est la peur. Apprenons pas en cumulatif sur la peur. Le mot lui-même, crainte en moi, empêche le contact avec ce sentiment de danger que nous appelons la peur. Voir, messieurs, la maturité implique un développement total et naturel de l'entité humaine. Naturel dans le sens de ne pas être contradictoire, mais harmonieux. La maturité n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Et le facteur de peur empêche ce développement naturel et total de l'esprit. Je vais l'examiner un peu, puis le considérer ensemble. Quand nous avons peur, pas seulement des choses physiques, mais aussi des facteurs psychologiques, que se passe-t-il dans cette peur? J'ai peur non seulement de tomber malade physiquement, de mourir, de peur de l'obscurité. Connaissez-vous les innombrables peurs que nous ayons, à la fois biologiques et psychologiques? Que font-ils l'esprit? L'esprit qui les a créés? Comprenez-vous cette question? Ne me répondez pas immédiatement, mais regardez-vous. Quel est l'effet de la peur sur l'esprit et toute notre vie? Ou sommes-nous déjà si habitués à la peur que ce soit une habitude que nous ne réalisons pas ses effets? Si je me suis habitué aux sentiments nationalistes hindous, aux dogmes, aux croyances, je suis fermé dans ce conditionnement et totalement inconscient de ses effets. Je ne vois que le sentiment qui est éveillé en moi, le nationalisme, et cela me suffit. Je m'identifie à la nation, à la croyance, etc. Mais nous ne réalisons pas les effets généraux d'un tel conditionnement. De même, nous ne voyons pas les effets de la peur, à la fois psychologique et psychologique. Quelle est la peur provoque la peur? Messieurs, nous sommes dans une réunion de examen, et vous devez participer activement à cet examen. Je me trouve en difficulté chaque fois que j'essaie d'empêcher cette chose, la peur arrive. Krishnamurti, la peur tient ou paralyse l'action. En êtes-vous conscient? Faites attention à ne pas généraliser. Nous tenons ces réunions afin de voir ce qui se passe réellement en nous. Sinon, ils n'auront aucune utilité. Compte tenu des effets de la peur et de nous faire prendre conscience, nous pouvons trouver la possibilité de le transcender. Donc, si je suis vraiment sérieux, je dois voir les effets de la peur. Est-ce que je connais vraiment les effets de la peur? Ou est-ce que je les connais seulement verbalement? Est-ce que je les connais comme une chose dans le passé et cela reste comme un souvenir? Et ce souvenir me dit, ce sont les effets de la peur. En conséquence, c'est la mémoire, pas l'esprit, qui voit les effets de la peur. Vous remarquez? Je viens de dire quelque chose de vraiment très important. Interrogando. Pouvez-vous le répéter, Krishnamurti? Quand je dis « je connais les effets de la peur », qu'est-ce que cela signifie? Soit je les connais verbalement, c'est-à-dire intellectuellement, soit les connaître comme de la mémoire, comme quelque chose s'est produit dans le passé et dit « c'est arrivé ». Par conséquent, c'est le passé qui me dit quels sont ses effets. Mais je ne les vois pas dans le moment présent. C'est quelque chose que l'on se souvient et non une réalité. Mais savoir implique de voir sans s'accumuler. Pas une reconnaissance, mais voyez le fait. Pouvez-vous communiquer avec cela? Quand je dis que j'ai faim, est-ce le souvenir d'avoir faim hier qui me dit où est le vrai fait que j'ai faim maintenant? La vraie perception de la faim maintenant est entièrement différente de la réaction d'un souvenir, qui me dit que j'avais faim avant, et donc je dois avoir faim maintenant. Est-ce le passé qui vous dit les effets de la peur, ou est-il conscient que ces effets se produisent vraiment maintenant? Les actions dans les deux cas sont complètement différentes, n'est-ce pas? Si je suis parfaitement conscient des effets de la peur maintenant, je travaille immédiatement. Mais si c'est la mémoire qui me dit quels sont ces effets, mon action est différente. Est-ce clair?
Eh bien, quel est le cas? Interrogando, peut-il être distingué entre une certaine peur et la perception actuelle des effets de la peur en tant que telle, sans la mémoire des effets d'une peur donnée? Krishnamurti, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Les actions dans les deux cas diffèrent complètement. Vous en rendez-vous compte? S'il vous plaît, si vous ne réalisez pas, ne dites pas oui. Ne jouons pas les uns avec les autres. Interrogando, en ce moment ici, assis dans ce pavillon, je n'ai pas peur. Parce que je vous écoute. Mais cette peur peut réapparaître lorsque je quitte le pavillon, Christian Amon. Mais ne pouvez-vous pas maintenant, ici dans le pavillon, pour voir la peur que vous avez hier? Vous ne pouvez pas l'invoquer, appelez-le. Interroger, ce peuvent être des craintes liées à la protection de la vie. Krishnamurti, peu importe quel est le genre de peur, mais il est nécessaire de dire je ne ressens pas la peur maintenant, mais quand je sortirai d'ici, je les sentirai à nouveau? Interrogando. Nous pouvons les invoquer, comme je l'ai dit, peuvent les appeler. Mais nous avons déjà empêché ce point. Elle a la mémoire, à la pensée liée à la peur. Krishnamurti, je demande, je dois attendre de quitter ce pavillon pour découvrir quelles sont mes peurs? Ou, pendant que je suis assis ici, puis-je en être conscient? À ce moment, je n'ai pas peur que quelqu'un me dise certaines choses, mais quand je rencontre l'homme qui va me le dire, j'aurai peur. Non puis-je voir le vrai fait maintenant? Interrogant, ne suggérez-vous pas un exercice? Christina Des, non, pas d'exercice. Quelle peur avez-vous pour faire de l'exercice? Monsieur, n'avez-vous pas peur de perdre votre emploi? N'as-tu pas peur de la mort? N'avez-vous pas peur de ne pas pouvoir vous remplir? N'as-tu pas peur d'être seul? N'as-tu pas peur de ne pas être aimé? Vous n'avez pas de peur? Interrogando. Seulement, s'il y a un défi, Krishnamurti, mais je le mets au défi. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Interrogando. S'il y a une impulsion, nous agissons, nous devons faire quelque chose. Krishnamurti. Non, non. Cela le rend trop compliqué quelque chose d'aussi naturel que d'entendre le bruit de ce train qui passe. Soit vous pouvez vous souvenir du bruit du train, soit vous pouvez vraiment l'entendre. Ne compliquez pas la chose, s'il vous plaît. Interroger, n'est-ce pas en quelque sorte de le compliquer en parlant de convoquer la peur? Je n'ai pas besoin d'invoquer aucune de mes peurs. En étant simplement ici, je peux observer mes réactions. Krishnamurti, c'est ce que je dis? Interrogando. Pour être en communication ici, nous devons connaître la différence entre le cerveau et l'esprit. Krishnamurti, nous y faisons déjà face. Nous essayons maintenant de découvrir ce qu'est la peur. Essayez de se renseigner sur lui. L'esprit est-il libre d'apprendre la peur? Pour en savoir plus, c'est observer votre mouvement. Vous ne pouvez observer le mouvement de la peur que lorsque vous ne vous souvenez pas de vos peurs passées et d'observation de la peur avec ses souvenirs. Remarquez-vous la différence? Je peux observer le mouvement. Vous apprenez ce qui se passe vraiment quand il y a de la peur. Nous bouillons de peur toutes les heures. Nous semblons incapables de nous libérer nous-mêmes. Lorsque vous aviez des craintes dans le passé et vous étiez conscient d'eux, quel effet avait-il sur vous et votre environnement? Ce qui s'est passé? Ne vous sentiez-vous pas déconnecté des autres? Les effets de ces peurs ne vous ont-ils pas isolé? Interrogando, ils m'ont paralysé. Krishnamurti, ils vous ont mis dans un état de désespoir, ne sachant pas quoi faire. Maintenant, si cet isolement était vérifié, comment était l'action? Interroge, fragmentaire. Krishnamurti, faites attention, s'il vous plaît. Il y a eu des occasions dans le passé quand j'avais peur, et leurs effets étaient de m'isoler, de paralyser, de me faire sentir désespéré. J'avais envie de m'échapper, de chercher du réconfort dans quelque chose. Pour l'instant, nous l'appellerons l'isoler de toutes les relations. L'effet de cet isolement sur l'action est de le fragmenter. Ne vous est-il pas arrivé? Lorsque vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire de vous. Et sa réaction a été de lui échapper, d'essayer de le réprimer ou de le rationaliser. Et quand il a été contraint d'agir, son action a été dictée par la peur,
qui en elle-même isole. Par conséquent, une action résultant de cette peur est nécessairement fragmentaire. Et comme la fragmentation est contradictoire, il y avait beaucoup de lutte, de douleur et d'anxiété. Ce n'est pas, interrogando. Monsieur, tout comme une promenade de béquilles, de sorte que la personne stupide, paralysée par la peur, doit utiliser diverses espèces de béquilles. Krishnamurti, c'est ce que nous disons. Tu as raison. Il a maintenant une idée très claire des effets de la peur ressentie dans le passé. Produire une action fragmentaire. Et quelle est la différence entre cela et l'action de la peur sans la réaction de la mémoire? Lorsque vous vous donnez un danger physique, que se passe-t-il? Interrogando. L'action spontanée. Krishnamurti. L'appelez-vous une action spontanée? Mais est-ce vraiment spontané? Vérifiez-le, s'il vous plaît. Nous essayons de découvrir quelque chose. Il passe par la forêt seul, dans une région sauvage, et vient soudainement un ursa avec des chiots. Ce qui se produit? Savez-vous que l'ours est un animal dangereux? Et que se passe-t-il? Interrogando. Augmente l'adrénaline? Krishnamurti. Ouais. Interrogando. Nous voyons qu'il est dangereux de transmettre notre peur à l'ours. Krishnamurti. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est vous. Naturellement, il a peur, transmet à l'ours cette peur. Et il a peur, il vous attaque. C'est très simple. Il ne réalise pas le point essentiel. Déjà rencontré un ours dans la forêt? Interrogando. Il y a une personne ici qui a eu cette expérience. Krishnamurti? Moi aussi. Ce monsieur et moi, dans certaines années, avons eu plusieurs de ces expériences. Mais que se passe-t-il? À quelques mètres de vous est un ours. Toutes les réactions corporelles, le débit d'adrénaline, etc., se manifestant. Immédiatement, vous vous arrêtez, vous vous retournez et vous enfuyez. Ce qui s'est passé, quelle a été la réaction? Une réaction conditionnée, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses générations qui vous indiquent que vous devez faire attention aux animaux sauvages. Si cela fait peur, cela donne votre peur à l'animal. Et il vous attaque. Tout se passe instantanément. Qu'est-ce qui fonctionne? Peur ou intelligence? C'est la peur éveillée par la répétition continue de l'avertissement. Méfiez-vous des animaux sauvages qui vous conditionnent depuis l'enfance. Ou est-ce l'intelligence? La réaction conditionnée en présence de la bête et l'action de cette réaction conditionnée est une chose. La perception et l'action de l'intelligence sont autre chose. Les deux actions sont entièrement différentes. Toi, vous réalisez? Un bus arrive à toute vitesse. Vous ne vous jetez pas devant vous. L'intelligence vous dit « Ne faites pas ça ». Ce n'est pas la peur, à moins qu'il ne soit névrotique ou ait pris des médicaments. Est-ce votre intelligence, pas la peur, qui vous empêche de faire? Interrogando. Lors de la rencontre avec un animal féroce, nous n'avons pas besoin à la fois d'intelligence et de réaction conditionnée. Krishnamurti. Non, monsieur. Comprendre cela. S'il s'agit d'une réaction conditionnée, il y a de la peur et cela est transmis à l'animal. Mais cela ne se produit donc pas quand c'est l'intelligence qui fonctionne. Traitez donc pour savoir lequel des deux fonctionne. S'il a peur, alors son action est incomplète et il y a donc un danger de la part de l'animal, mais dans l'action de l'intelligence, il n'y a pas de peur. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.